Merci à tous les speakers, à tous ces gens chercheurs. Je crois qu'on n'a pas plus de temps. On est là depuis longtemps. Alessandro, on passe à la pause café maintenant. D'accord. Alors je vous attends ici à 5 heures pour la discussion et pour décerner les prix. Bien revenu à toutes et à tous. On a quelques communications à vous transmettre. Alessandro, je te passe tout de suite la parole. J'ai une série d'informations à vous donner. Tout d'abord, nous avons décidé de reporter le dîner ce soir. Le dîner sera à 7h30 et plus à 7h. Vous aurez donc un peu plus de temps si vous voulez partir à votre hôtel, à vos hôtels. Et je dois dire, l'horaire du dîner est très, très insolite ici. Ici, on dîne 7h30, c'est presque l'horaire du déjeuner. Nos dîners sont d'habitude à 9h le soir peut-être. Je vous rappelle également que demain, nous ne partirons pas d'ici, mais nous partons. Bon, vous avez vu les arcs de la terrasse. Alors, le lieu où les autocars se réunissent, c'est au-delà de ces arcs. Donc nous, on se rencontrera à 7h57 sous la statue de l'éléphant, la statue de lava, pas cette chose en plastique sur l'autre place. Bon, je le répète, on vous appellera pas un parent, on n'est pas à l'école, et nous marcherons jusqu'aux endroits où les autobus seront garés. Probablement c'est 4 minutes de marche. Donc, bon, tout au maximum, nous pourrons avoir 2-3 minutes de retard, mais pas plus. Ragusa, il faut partir assez tôt pour Ragusa. Je vous rappelle que demain, c'est pas seulement une visite technique, mais c'est la dernière séance du séminaire. Il y aura une table ronde qui sera très intéressante en fait. Probablement. Peut-être. Quoi d'autre? Ceux qui ne veulent pas perdre leur poster, qu'ils aillent au cloître avant de partir pour le reprendre. Merci. Bon, c'est le temps la discussion. Je vois que tous les speakers sont au premier rang. Donc je demanderai à tous ceux qui voudrions intervenir de se présenter. Nom, institut, université. Nous commençons donc notre débat. Je m'appelle Samuel, l'université de Dublin. J'ai une demande pour Hunter. Vous avez montré dans un de vos images des pourcentages. Vous voulez les expliquer? Bon, j'ai pas assez donné avec moi. Je ne peux pas vous répondre. Je ne l'ai pas sous les yeux, je ne pourrais pas les expliquer. D'autres questions? Antonio de Vega, Université de Saragosse, Espagne. J'ai quelques questions pour la plupart des speakers d'aujourd'hui, mais je commencerai par la première, c'est pour Dawi.
dans tes diapos, il y a des pourcentages des différents ingrédients dans le régime. Je crois que c'est faux parce que qu'est-ce que c'est ces représentages? C'est la surface disponible, c'est la matière sèche présente dans les ingrédients. Il faudrait chaque ingrédient pour les animaux. Donc merci de la question. En fait, c'est une estimation d'une proposition de régime alimentaire. Ce n'est qu'une proposition. Bon, c'est quelque chose qui partait déjà des éleveurs. Si on pouvait estimer et quantifier ces aliments, peut-être on peut trouver des renseignements dans des publications, les méthodes pour mieux calculer et faire ces estimations. Peut-être il y a quelques publications qui clarifient. Est-ce que les animaux pâturaient là? Les animaux n'étaient pas en train de pâturer, de se nourrir. C'est un système extensif. Les animaux restent dans le parcours quelquefois et ils peuvent avoir mais les animaux sélectionnés. Donc ils s'étaient nourris de différents ingrédients. C'était donc les quantités disponibles, pas les pourcentages et les quantités qui étaient présentes dans chaque ingrédient. Bon, on a travaillé sur les résultats des interviews avec les éleveurs. Bon, on en discutera après. La question est pour Carta. Madame Carta. Quel est le coût d'inclure le cacao dans la diète par rapport aux autres ingrédients? Est-ce que est-il rentable, convenable? Ouais, il est bien profitable, convenable. Je crois que le prix du sous-produit est de 14 € par tonne. Donc il est bien convenable. Et ce n'est pas cher. Dans le micro, ça serait mieux. Bon, je peux continuer à poser des questions jusqu'au dîner. Et s'il n'y en a pas d'autres, l'autre demande est pour Monsieur Hunter. Vous avez dit que vous pensez que les valeurs nutritionnelles de la chicorée augmentent les valeurs. Avez-vous analysé le pourcentage de matière sèche, de nutriments, pour avoir une idée des valeurs de la chicorée? Oui, on l'a analysé. Augmente l'efficacité animale. Dans les régimes avec chicorée, l'efficacité animale était améliorée. Donc les valeurs nutritionnelles se sont révélées positives et vraiment existantes. Ma dernière question, là, comment avez-vous mesuré les concentrations des ingrédients des métaux à la gaz
chromatographie pendant 24 heures. Nous avons collecté les gaz, passé à la gaz chromatographie et nous avons mesuré les différents gaz. Et vous avez analysé le gaz immédiatement après avoir pris les échantillons, sinon les valeurs changent. Oui, probablement. Il y a un effet de composition chimique sur les lipides, mais le méthane, mais il faut donc réviser le niveau d'adaptivité de la gaz chromatographie parce que c'est pas facile. Les concentrations dépendent également de la température à l'époque de l'échantillonnage. Nous avons performé beaucoup de tests. Le micro, il y a la composition chimique de la chanvre. Nous avons également le contenu en phytocannabinoïdes qui influence la fermentation et la production de gaz. J'insiste, 1 à 3% de méthane, c'est vraiment un pourcentage très 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 bas. Bon, si vous voulez, vous pouvez faire les analyses. Merci Antonio. D'autres commentaires, questions? Université de Porus, Bernardo Valenti. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter avec vous tous pour les présentations. J'ai une question pour Sylvia Carta et pour Alessandro Efarouk qui avait utilisé ces sous-produits de la chanvre. Comment vous avez donné ce sous-produit aux animaux? Est-ce que c'était inclus dans le TMR? Non, c'était séparé. Le micro, elle parle pas dans le micro, je ne peux pas traduire. Nous avons de fournir, d'administrer tout d'abord le sous-produit tout seul, mais ça n'a pas marché. Et donc, je sais pas, je comprends pas. Et vous avez relevé une amélioration dans les valeurs hématiques et dans la qualité du lait. Pour savoir quelle composante de subproduit pouvait avoir cet effet et quelle influence y avait-il sur quelle composante. Bon, ce sont les polyphénols qui jouent un rôle important. Désolée, j'entends pas, elle part pas dans le micro et je peux pas traduire. La question est, pour vous deux qui avez travaillé sur la chanvre, alors quelqu'un a utilisé un sous-produit des graines, l'autre de la coque. Mais en fin de compte, il me semble que pour les graines, il y a des valeurs un peu trop élevées. Pour la coque, peut-être ça va. 24 étaient les H, matière sèche. Les lipides sont 20%, c'est élevé comme valeur, mais peut-être c'est une présence dans les 24 heures et c'est dû peut-être aux analyses des lipides. En ce cas, il faut peut-être mieux détailler, mieux revoir les résultats détaillés, le résultat de la transformation de graines de la chanvre, et ça dépend également de la technique. On utilise les dispositifs normaux pour les cultures conventionnelles, mais selon les techniques utilisées, les résultats sont différents.
Ça dépend également de la composition du sol. Bon, ça va. Il faut donc un équilibre entre... il y a un équilibre entre les graines et les coques. Manuel Arena, Université de Turin, félicitations à toutes et à tous pour les présentations. Sylvia, avez-vous mesuré l'apport de lipides et vous avez mesuré les différences dans les groupes différents? Et pour Antonella, pensez-vous, envisagez-vous d'autres tests pour mesurer les valeurs intermédiaires et les effets lipogéniques qui peuvent vous donner d'autres réponses sur la dépression du lait entre ovin et caprin? Oui, on a mesuré l'apport, mais nous n'avons de lipides et nous n'avons observé aucune influence sur la diète et c'était en fait surprenant car les coques de cacao en fait ont beaucoup de lignine et nous avons pensé qu'il pourrait y avoir un effet, mais aucun effet n'a été relevé, ce qui pour nous était une bonne chose. Merci beaucoup de votre question. J'ai déjà publié un article pour le lait et les paramètres de l'apport de matière sèche, la composition chimique. Nous avons vu quelques différences. Au début de mon doctorat, nous avions planifié des études sur l'azote et nous avions même décidé de faire quelques méta-analyses qu'on n'a pas fait. L'année prochaine, je vous dirai plus si on trouve quelque chose d'intéressant. Siena Italie, Claudio Porchetto, j'ai une question pour Geronimo. Félicitations pour ton texte et ton expériment à long terme. Je comprends que vous avez observé les couvertures du sol pour ce qui est même de la patabilité des graminées. Que se passe-t-il avec les ovins et les caprins avec la composition botanique? Pour ce qui est de la composition botanique, j'ai quelques données et 10%. La composition est surtout de graminées vivaces, une autre espèce, et d'autres graminées vivaces. Pour ce qui est des légumineuses, on a pensé à quelque chose, on a fait des mesurages, on a fait des tests dans des conditions de variabilité, on a mesuré l'humidité du sol. Dans les sols moins profonds, il y a eu une augmentation d'une valeur annuelle. Merci. Je m'appelle Cathy Tidonnet, étudiant de doctorat à l'université Federico II de Naples. J'ai une question, quelques questions. La première est pour Viviana. Je voudrais savoir si vous avez fait une comparaison avec les animaux
en nature avec les animaux qui ont été élevés et dans des enclos. En termes de qualité, on ne l'a pas fait, mais on peut dire que les produits de ces fermes pour ce qui est de la qualité de leurs produits, ce sont des produits qui viennent des pâturages, donc les valeurs des oméga 3, oméga quelquefois se révèlent assez présentes et sont bonnes pour la santé mammaire des vaches. Mais je suis sûre que les pâturages naturels sont meilleurs. Sylvia, je voudrais te demander, pendant ta présentation, tu as dit que les animaux étaient nourris avec des mélanges et que vous avez intégré avec la coque de cacao. Tu as suggéré de remplacer le foin par le sous-produit, par la coque. Comment avez-vous mesuré, quelles données avez-vous de l'apport sous-produit? Je demande ça pourquoi quand vous nourrissez les animaux avec le régime principal et que vous leur donnez le sous-produit, est-ce que les résultats seront les mêmes par rapport au fait d'un remplacement? Donc on avait intégré le régime 100 grammes de coque de cacao et 50 grammes. Bon, dans un expériment, dans un test, on avait ajouté 100 grammes, dans un autre test, 50 grammes. Si on veut remplacer les soya, dans le premier groupe, il y avait 50 grammes, dans le deuxième groupe, on a ajouté 100 grammes de coque de cacao. Et je ne suis pas sûre maintenant quel était vraiment l'effet, mais sur la fermentation, bon, pendant la traite, nous avons utilisé le cacao. D'accord. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Donc vous avez administré un concentré de sous-produits pendant la traite. Si, nous avons pesé le sous-produit et nous avons tout mesuré et ils ont tout pris. Nous avons tout administré, oui. Ma question est pour Marie. Le micro ne marche pas. Non. À Maria, je voudrais savoir plus sur la distribution de la limonine. Comment elle a été distribuée, selon quel format, sous quelle forme, et comment vous avez fait vos tests pendant la période d'adaptation.
comment vous l'avez distribué? Vous l'avez distribué avec et vous avez calculé l'apport en matière sèche. Bon, on l'a distribué soit par voie intramusculaire, mais on a fait des analyses complètes. Nous avons administré la limonine dans le groupe oral. Dans le groupe oral, donc par voie orale, la bouche. Et pendant la période d'adaptation, combien vous en avez donné? Vous avez fait des périodes d'adaptation. Oui, l'adaptation était pour l'ensemble des animaux. 2 jours. 2 jours. Tant dans le groupe respiratoire par inhalation que dans le groupe oral. Chaque réplication était sujette à 2 jours d'adaptation. Geronimo? Tu n'as parlé que de graminées, mais pas de légumineuses qui sont importantes tant pour la fertilité que pour leur apport en biomasse. Avez-vous quelques renseignements sur la végétation dans les parcours que vous avez étudiés? Bon, nous n'avons pas d'informations sur l'évolution des légumineuses. Non. Nous savons ce qui se passait à la fin du test. Je sais qu'il y a une réduction importante dans des saisons plus chaudes, donc en des situations de terrain ou de climat plus sec, mais je ne sais pas si dans quelques années il y aurait des changements significatifs parmi les légumineuses. Pourquoi vous avez montré le pourcentage des graminées vivaces comme facteur principal? Bon, j'ai une idée claire de la quantité de graminées dans le groupe des dicotomes. Il n'y a pas de légumineuses. Désolé, mais il n'y en a pas. Mais vous avez dit que c'est un indicateur de la fertilisation. Et c'est un indiqué de la fertilisation et de la préservation du sol. Les graminées pérennes. Que se passe-t-il avec la dégradation des parcours? Bon, je ne suis pas sûre si ce qui se passe avec les légumineuses. Je connais différents parcours et là il y a des listes des espèces qui sont plus ou moins des indicateurs de la dégradation ou des conditions des terrains. Et je ne sais pas en ce cas si les légumineuses peuvent être un indicateur. On ne l'a pas étudié peut-être. Quel est l'indicateur
que vous avez utilisés pour des prévisions de sécheresse. Bon, nos tests durent 5 années. Et pendant ces 5 années, on fait des études et on collecte des données botaniques spécifiques. Donc, si j'ai les éléments, j'aurai les données pour vous répondre. Bon, j'ai une question pour vous tous. Je viens de Montpellier. Ceux qui veulent répondre. Hier, dans les sessions du matin et l'après-midi, nous avons parlé de durabilité, d'aliments alternatifs, de sources de biomasse, de sous-produits agro-industriels, espèces de variétés et variétés différentes. Et le deuxième point, c'était caractériser le potentiel de ces aliments. Mais il y a un troisième point mentionné, et c'était considérer les options d'inclure ces aliments dans des systèmes d'alimentation réelle, d'aliments. Donc je pense que cet aspect doit être un peu mentionné dans nos discussions. Pensez-vous qu'il y ait des aliments alternatifs ou des ressources sur lesquelles on travaille qui peuvent être utilisées en Méditerranée? Parce que jusqu'à maintenant, on a parlé de théorie. Mais à l'avenir, pensez-vous qu'il y ait de ces ressources qui pourront être utilisées en Méditerranée? Non, le micro ne marche pas. Ce micro ne marche pas, désolé. Son micro est très proche de sa bouche et il est impossible de le traduire, pas de l'entendre, de le traduire. Bon, une opportunité pourrait être la confiserie pour ce qui est, je parle pour le sous-produit du cacao. En ce cas, la confiserie et l'industrie de la confiserie qui a beaucoup de déchets pourrait être intéressée et donc à le recycler. Et ça pourrait rentrer donc dans le marché et l'industrie pourrait en profiter. Je crois qu'à présent, avec la situation sociale que l'on a, il faut absolument se servir de ces aliments, ces ressources alternatives. Nous avons vu beaucoup d'exemples différents, mais nous avons besoin de nous renseigner sur sur plusieurs choses, mais il faut que plusieurs aspects soient impliqués. La politique doit être engagée. Il faut toujours qu'à l'échelon politique, au niveau politique, quelqu'un fasse quelque chose pour autoriser l'utilisation de ces sous-produits, pour l'utilisation de la biomasse de l'agriculture, pour qu'il y ait vraiment des processus de transformation, pour que ces nouvelles ressources puissent être utilisées même en Méditerranée. Il faut vraiment saisir l'opportunité de ces solutions. Il est vraiment difficile d'avoir des produits standardisés, normalisés, car tous les produits sont différents. Et il est donc difficile d'utiliser des produits dans l'industrie des aliments. Mais je pense qu'on pourrait faire ce point
sur tous ces aspects de l'étude. Il faudrait aller plus en profondeur sur tous les aspects des sous-produits. Donc vous avez présenté vos travaux, mais en connexion avec... mais il y a aussi l'aspect de la perspective, comment ces aliments, ces ressources peuvent être mises en perspective. Il faut peut-être d'autres projets, il y a des aspects socio-économiques à tenir compte, vous l'avez fait. Vous avez tenu en compte les aspects socio-économiques de l'utilisation des sous-produits. Pour quiconque veut répondre. Bon. Pas directement, mais en connexion se relie de points précédents. Pour ce qui est des ovins, on essaye de conceptualiser tous les projets et il faut que je pense qu'il faut que les résultats de ces projets, une fois que le projet donne des résultats positifs, que ce résultat soit obligatoirement communiqué avec les industries de l'alimentation pour créer les conditions les meilleures pour leur utilisation de la part des fermiers et pour qu'il puisse y avoir des résultats bénéfiques pour tout le monde, que tout le monde puisse s'en profiter. Et ça, indépendamment du fait que les fermiers acceptent ou pas, il faut quand même qu'ils sachent, il faut les sensibiliser sur ces aspects. Dans le même contexte, je demande à nos speakers, quant à la durabilité des sous-produits, il faut créer la demande des fermiers, des éleveurs. Donc, pensez-vous qu'il y ait les outils appropriés pour recouvrir les gaps de ces sous-produits? Bon, pour ce qui est des implications d'ordre social, le problème est le déchet de la biomasse sont un problème, sont un thème de discussion. Il faut expliquer aux gens les bonnes choses sur l'utilisation de ces déchets. Il faut leur dire que ces déchets peuvent être une ressource pour beaucoup de monde. Je parle avec beaucoup d'éleveurs, beaucoup de fermiers, et ils sont convaincus encore que les prix des produits conventionnels sont trop chers et même les prix des sous-produits encore sont chers. L'Omicron ne marche pas. L'Omicron ne marche pas et j'entends pas. Il parle trop près du micro, trop près du micro. Et le micro ne marche pas dans ses mains. Le micro ne marche pas en ses mains. Il parle trop près du micro. Tant les fermiers que les producteurs ne veulent entendre parler que de profitabilité. Que ça, c'est le seul problème qui empêche l'utilisation de ces produits et de ces sous-produits. Ajoutez que les sous-produits sont utilisés par tradition dans notre pays déjà. C'est une valeur pour les consommateurs. Il faut relier les sous-produits de l'élevage naturel et il faut que les gens sachent que les sous-produits sont vraiment une valeur et il faut bâtir la bonne approche avec les éleveurs.
C'est une question pour Saïd et pour vous tous, Clétos. Le fait que la plupart des ressources alternatives en aliments aient une disponibilité saisonnière, est-ce que c'est un problème grand, c'est un problème petit ou ce n'est pas un problème du tout? Merci. C'est une question, c'est un point très important. Je pense que le caractère saisonnier des ressources alternatives soit un désir important, surtout pour l'industrie et la production. Je crois que déjà pour ce qui est de l'industrie des volailles, l'industrie des volailles a déjà fait le point et utilise déjà des régimes avec des sous-produits dans des formulations différentes. Pour les ruminants et les petits ruminants en général, il faut agir d'une manière cohérente, je crois. Il faut trouver des solutions pour ce qui est des aliments. Il faut investir en la recherche. Dans l'industrie, par exemple, nous devons développer des logiciels. Et des programmes, des logiciels qui deviennent notre propriété intellectuelle et donc nos brevets, même pour le logiciel, pour pouvoir élaborer et transformer et créer des sous-produits, les bons sous-produits, pour réduire les coûts. Ce qui veut dire que tous ceux qui veulent obtenir des aliments grâce à notre logiciel doivent passer pour nous. En général, l'industrie doit avoir des capacités de logiciel, de capacités de transformation automatisées et doit avoir les moyens pour soutenir les reformulations de produits. Et doit y avoir un archive, une base de données. Je sais que des étudiants travaillent sur ça et les réponses qu'ils ont reçues visent justement à ça, concernent ce problème. Pour moi, tout aliment, toute plante est saisonnière. Il faut donc essayer de trouver des moyens de préservation de ces plantes, même en dehors de leur saison. Nous devons trouver des moyens de préserver ces matières premières pour tester les sous-produits. Mais sur la base des sous-produits testés, il faut trouver des moyens de conservation de la matière première, de la matière de laquelle les sous-produits sont tirés. Bon, si on fait le parallèle entre pâturage et sous-produits, nous, en Méditerranée, nous avons des systèmes d'agropastoralisme qui ont tiré leurs avantages de la disponibilité des ressources naturelles, des pâturages naturels. Il est important de savoir comment la végétation et quand la végétation est plus efficace.
et trouver la manière de compenser le manque quand quand on est hors saison. Il faut donc planifier des études, planifier les pâturages, planifier même l'utilisation de ressources, essayer de trouver la meilleure manière de les conserver. Je réponds à ce que Clétos a dit. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut trouver des manières plus efficaces de conservation, même de sous-produits. Il y a à l'heure actuelle, leur production a des coûts exorbitants du fait des coûts énergétiques, de l'augmentation et du fait de la crise actuelle. Il faut produire des méthodes de conservation moins chères. Il faut que ce soit dit clairement. Une chose. Bon, ensuite, à votre réponse, il faut connaître le coût par kilo. Le coût de production, il faut savoir connaître les coûts de production d'un kilo d'un tel sous-produit. C'est ça qui rend le coût de sous-produit beaucoup plus cher. C'est la production, c'est la transformation qui est chère. Aux USA, ils ont des plans, ils ont fait un plan important. Ils ont centralisé l'emplacement des usines. C'est quelque chose, il faut partager ces politiques qui ont réussi dans les autres pays. Et bon, j'avais une question personnelle pour les speakers, mais j'attends la dame. Merci. Je veux me féliciter avec tous les chercheurs de leur travail si méticuleux, d'avoir présenté leurs travaux. Je crois que la plupart des commentaires vont améliorer les discussions, nous suggérer ce que l'on peut faire encore. Et je vous souhaite vraiment le mieux dans votre carrière et le meilleur succès pour vos travaux expérimentaux. Je voudrais saisir cette opportunité sur cette chose verte. On a suggéré de travailler sur la résistance antimicrobienne et la résilience. Je crois que c'est un très bon sujet d'étude avec une recherche organique qui prend vraiment au sérieux ce thème. Saïd a déjà mentionné un thème auquel j'avais pensé. Il faut que les recherches, que le projet soit en ligne avec la stratégie de Green Deal de l'Union européenne. Il faut vraiment que l'on puisse, entre vous et développer ce dont nous avons discuté pendant ces 2 jours. Ce serait déjà un bon résultat de cette conférence. Capitaliser les résultats de cette conférence, même entre vous, pour vos projets, pour vos avenirs. Bon. Alors, vous m'avez dit
que c'est la première fois que vous parliez à l'échelon international. J'espère que nous n'avons pas travaillé à un niveau trop élevé. Je pense que vous tous, vous êtes déjà dans vos cours de doctorat, quelqu'un en première année, quelqu'un à la fin. Je voudrais vous demander quelles difficultés vous avez rencontrées en vous approchant de cette conférence internationale. Là, il y a des superviseurs, il y a des gens de l'administration, il y a des gens de l'Union européenne. Quelles difficultés devrons-nous aborder pour vous rendre les choses plus faciles? Je voudrais avoir vos opinions. D'après vos expériences, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre travail? Pour moi, la difficulté, c'est le manque de confiance en moi-même. Je suis au début de mon travail, je peux sentir que je n'ai pas assez d'expérience. Je suis convaincue, et je me suis encore plus convaincue que j'ai vraiment tellement de choses à apprendre que je n'aurai jamais le temps pour le faire. J'ai achevé mon doctorat l'année dernière. Ça a été dur, ça a été difficile, mais je crois que ça fait partie du travail et qu'il faut aller de l'avant. Je ne sais pas, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses difficiles, beaucoup en ce travail. Il y a beaucoup d'éléments difficiles, mais je dois apprendre à les surmonter, à faire avec. Ce sentiment que tu n'as pas le temps, que tu n'as jamais assez de temps, c'est quelque chose que l'on partage, c'est quelque chose qu'on ressent nous tous, je crois. Si tu as de la chance, tu peux rencontrer un superviseur merveilleux qui t'aide à devenir indépendante et à travailler tout seul. Mais il faut que tu aies à côté de toi quelqu'un qui te donne les bons conseils, qui t'aide. Moi, pour mon doctorat, j'ai travaillé avec le professeur Pliol et je pense que dans notre cas, nous devrions avoir l'opportunité de créer quelque chose tous ensemble, mettre ensemble les idées et nous devrions avoir la possibilité de mettre en pratique ces idées, de les réaliser. En Italie, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre et il faut travailler. En ce sens, il y a des difficultés. Comme ça, le micro qui marche pas, le micro en ce moment arrête de marcher. Je viens de terminer mon doctorat. Est-ce que oui, j'ai eu des difficultés, mais je pense que le problème le plus important, ce sont le financement. Comment pouvons-nous réaliser le travail? On a parlé d'échantillonnage, je suis désolée de parler de ça, mais je dois être honnête. Pour le doctorat, j'ai dû faire avec à mes frais. J'ai eu une bourse à Montpellier, mais cette bourse ne couvre pas tout. Beaucoup des frais sont à mes charges, mais c'est pas nouveau. Pour continuer la recherche, une recherche dans laquelle nous croyons, avec les éleveurs,
avec les ressources alternatives. Il faut oublier les gens à être sensibles. Et ça ne dépend pas du doctorat. Les séminaires nous donnent plus d'informations et nous avons eu des informations. C'est à nous d'en tirer avantage. Merci, Amoka. J'ai eu des difficultés dans la période de la Covid. J'ai dû interrompre mes échantillonnages, mais ça a été vraiment un défi. Et en fin de compte, à la fin, on a réussi à presque tout faire, à récupérer et recouvrer le temps, à rattraper le temps. Donc mon commentaire, mon opinion, c'est un peu difficile essayer de trouver de financement à Moka. J'ai eu les financements, mais je sais que c'est difficile. C'est vraiment difficile. J'ai pas eu des problèmes. Bon, les problèmes de la Covid, je les ai pas connus. J'ai pu quand même achever mon travail. J'ai eu le même problème. J'ai des difficultés avec la langue et à comprendre le projet statistique pour nous l'adapter. Bon, en fait, on peut ressentir ce sentiment de faillite si on n'arrive pas à recevoir les fonds ou si d'échec si on n'arrive pas. Il y en a de nous qui ont passé leur doctorat et si après leur doctorat ils n'arrivent à rien faire, il y a ce sentiment d'échec, mais il faut le surmonter, il faut travailler. Il faut tirer avantage de tout ce que l'on prend, sans être trop pessimiste. Quand on passe un doctorat, on pense qu'après le doctorat, c'est tout fini, qu'on peut commencer une autre vie à travailler. Les difficultés que je rencontrais après mon doctorat, c'était de me rencontrer avec l'industrie. Je pense que le milieu académicien et l'industrie doivent faire quelque chose de plus pour se mettre d'accord, pour échanger leurs connaissances et réaliser des projets en commun. Il faut profiter des opportunités que la recherche offre et il faut que le milieu industriel s'en rende compte. Quant au manque de confiance, bon, ça c'est un sentiment partagé et même le fait qu'on pense de n'avoir jamais acquis assez de connaissances. On arrive, même si on peut dire bon j'en ai assez, ce n'est pas vrai et on est toujours stimulé à en savoir plus. Merci de tous vos commentaires, je pense qu'on prendra note de tout ça. Merci de votre participation. Nous clôturons donc notre séance ici. Je te passe la parole, Alessandro. Comme je l'ai dit hier, le
contributeur, le sponsor le plus important de ce séminaire a été l'Université de Catane. Et si ce séminaire a réussi, s'il a été un succès, nous le devons également à l'effort énorme de l'Université de Catane, que l'Université de Catane a déployé pour ce séminaire. Donc, je suis très heureux d'avoir ici le recteur de l'Université de Catane, Monsieur Francesco Briolo. Merci. Merci aux organisateurs d'avoir vraiment organisé ce 3 jours de séminaire et merci d'être ici à Catane. Je vois que vous êtes plus de 150 de 25 pays différents de tous les continents. Vraiment, nous sommes heureux de vous accueillir ici à Catane. Je sais qu'on a passé 3 jours très fructueux. Demain, ce sera une autre journée à Ragusa, cette fois, à Corfilac, chez Corfilac. Permettez-moi tout d'abord remercier la FAO et SIAM pour leur effort. C'est grâce à leur collaboration, à leur effort sur le terrain, leur collaboration avec notre université que ce séminaire a été possible et je suis très fière que SIAM et FAO ont choisi l'université de Catane comme site de ce séminaire. Nous partageons leur vision profondément, leur système de durabilité, leur système de qualité alimentaire, accessibilité alimentaire, vision de partage de connaissances et amélioration de connaissances partout dans le monde et notamment en la Méditerranée. Nous sommes là à cette université qui est une université assez ancienne, fondée en 1300 par Alfonso d'Aragon, donc plus de 600 ans. Donc, et sur ces anciennes racines de ce monastère, nous avons bâti le futur. Nous allons bâtir notre futur. Le moment est difficile pour le monde entier, pour beaucoup de raisons que je ne veux pas vous rappeler. Mais je suis vraiment fière de vous avoir de nouveau ici en présence à Catane, pas virtuellement, là où vous pouvez vraiment discuter, où vous pouvez échanger vos opinions, où vous pouvez vraiment changer en présentiel vos contributions. C'est ce qui reste, c'est ce qui est de plus important. Hier, nous avons été tous ensemble à Palazzo Biscari. Ce soir, ce sera les Museo Diocesano. Tous ensemble, nous sommes ce séminaire, ce moment de relax, ce séminaire de joie. Je sais qu'il y a eu de la musique, même c'est ça qui est la chose la plus importante de l'être ensemble. C'est à cette occasion que les nouvelles collaborations démarrent. Et vraiment, je suis très très heureux de vous voir ici, mais la situation est difficile du fait des guerres qui détruisent le monde, mais
nous abordons une période difficile, même du fait de la crise énergétique. Tous ensemble, nous devons trouver des solutions appropriées, adaptées, et je suis sûre que vous savez et que vous discutez de ces choses. Mais quelque chose que je veux souligner et que je suis ravie, je suis heureuse de voir de tellement autant de jeunes ici, et je suis content. J'ai été là pendant la dernière partie de la séance des jeunes. Vous avez guidé la séance, vous avez participé activement. Et je pense que c'est vraiment et particulièrement important. Le futur est le vôtre. C'est vous qui devez le construire. Donc la participation directe et effective est crucial. Le futur vous l'avez dans vos mains. Et ce que cette conférence fait avec Siam, Siam est important. Avoir gagné la participation, la confiance des jeunes. Continuez donc à travailler, vous continuerez à avoir des résultats. On se verra ce soir, demain à Ragusa. J'espère que vous aurez le temps d'apprécier nos paysages, nos villes, ce monastère qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. On en est très fiers. Maintenant, pour souligner le moment des jeunes, nous allons décerner les prix et je voudrais anticiper ce moment en disant que je vraiment vous souhaite le meilleur succès de ces 3 jours et j'espère que vous puissiez revenir chez vous avec plus riche en amitié, plus riche en connaissances, plus riche en relations. Nous devrions relier la Méditerranée de plusieurs parties du monde, bien sûr. Et merci. Le prix meilleur chercheur, le comité d'évaluation, le SEM Kier, Claudio Porcello n'est pas là. Nous étions donc le jury qui hier a évalué les éléments de ce séminaire et les posters, les aspects originaux, innovateurs, la qualité. Et quant aux jeunes scientifiques, nous avons pensé qu'il était important de contextualiser les thèmes et les voir en perspective pour une vision plus élargie. La communication a été également un thème important et dans toutes les présentations et dans les posters a été vraiment un point crucial, la compréhension et le thème de ce séminaire, l'urgence de réaliser les résultats, la manière d'agir d'une manière multidisciplinaire, en sélectionnant les résultats, en sélectionnant les attentes. Peut-être je commence par le prix du poster, le prix meilleur poster pour les moins de 35. Bon, il a été très difficile de sélectionner un gagnant.
nous avons dû choisir parmi les 9, le groupe de 9. Donc, pour les posters, le poster, le prix va, the winner is l'opinion des parties prenantes et la perception des cultures et des pâturages en Grèce. C'est très clair. La perspective est assez prometteur et les aspects sociaux ont été pris en compte et vous étiez le seul à prendre en compte les aspects sociaux. Et c'est ça que nous avons reconnu également. Là, il y a une partie du poster de l'autre côté, il y a l'autre partie, si vous voulez le voir, vous avez 10 minutes. Bon, j'ai encore quelques autres prix pour la communication orale, meilleure communication, Geronimo Cardoso, l'évaluation des réponses pour les parcours méditerranéens, est-ce que ça peut améliorer la situation? Comment fait-on à faire des prévisions? Cette présentation, le jury a apprécié le fait que vous avez souligné l'importance des parcours et la disponibilité d'une telle ressource, ressources alternatives, mais qui sont quand même fragiles, et donc c'est un point important, est un enjeu dans le changement climatique. Bon, on attend le résultat. On attend, les conclusions sont intéressantes, les perspectives sont intéressantes, il faut voir comment, que se passera-t-il dans les années à venir. Le troisième sera donné en début de dîner. On n'a pas le gagnant ici, et donc on le remettra ce soir au dîner avant que vous partiez, et je voudrais prendre une photo avec vous tous, donc je vous suggère de vous placer ici et en ce côté de l'auditorium. Je voudrais ajouter une chose pour tous les jeunes qui sont ici. Nous avons décerné 2 prix, mais vous tous, vous êtes des gagnants, des vainqueurs. Vous tous, vous êtes les winners parce que vous êtes là.